Bonjour à tous et à toutes, Lyonnaises et Lyonnais. Aujourd'hui, notre grande cité déjà rayonnante rayonne de plus belle et va, je l'espère, continuer de rayonner encore longtemps. Et cela grâce à notre grand-mère et charismatique leader, Gérard Collomb. Par sa force et son abnégation, au cours de ces dernières années, notre guide bien-aimé a réussi à remodeler à son image notre chère métropole qui continue de briller dans les ténèbres de l'obscurantisme. Que de beaux projets, que de grandes infrastructures grandioses et que de béton qui passe sous les ponts. Aujourd'hui, Lyonnaises, Lyonnais, aujourd'hui, nous allons vous apporter la preuve de la grandeur et de la magnificence de notre ville. Aujourd'hui, nos bulldozers bulldozent, nos bétonneuses bétonnent et nos hautes grues construisent des grues encore plus hautes, qui, elles, serviront à construire le stade des Lumières. Bien plus qu'un stade, le parc olympique lyonnais, ultramoderne et fonctionnel, un stade d'élite selon les normes de UEFA, avec pour ambition le match d'ouverture de l'Euro 2016. 58 000 places, 60 buvettes, 6 000 places VIP, 1 km de circonférence, 62 000 mètres carrés de toiture, 20 escalators et 19 ascenseurs, 2 écrans géants de 72 mètres carrés, un centre d'entraînement olympique lyonnais, des hôtels olympiques lyonnais, le siège de l'Olympique lyonnais, un centre de loisirs de l'Olympique lyonnais et un espace arboré olympique lyonnais. Avec ce stade lyonnais, nous allons entrer dans l'histoire. Nous avons un grand club, l'Olympique lyonnais. Nous avons un grand président de club, Jean-Michel Aulas. Nous avons un grand maire et charismatique leader, Gérard Collomb. Il nous faut un grand stade. Mais, Lyonnaises, Lyonnais, nous devons faire face aux ennemis de la civilisation, à ces hérétiques, ces blasphémateurs qui se disent opposants au grand stade, ces satanés écologistes, ces maudits gauchistes altermondialistes, ces gens qui veulent la démocratie, ces gens qui voudraient que l'argent du contribuable soit mieux utilisé. Ces gens-là nous emmerdent, Lyonnaises, Lyonnais. Ils nous emmerdent, ceux qui préfèrent voir gambader un mouton dans un pré qu'un footballeur musclé sur le gazon, ceux qui trouvent que le stade de Gerland est un symbole pour l'OLL, ceux qui ne comprennent pas que ce qui compte à notre époque, c'est de faire du fric. C'est dans un souci d'apparence démocratique forcée que nous avons réuni ces empêcheurs de tourner en rond, qui veulent à tout prix avoir leur mot à dire et semer le doute dans nos esprits sur l'intégrité et l'honnêteté de notre grand-mère et charismatique leader Gérard Collomb, et sur la réelle utilité de la réalisation du grand stade de notre grande ville. Lyonnaises, Lyonnais, voici les opposants au grand stade. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Donc, bonsoir, avec nous, on a deux personnes qui œuvrent pour le projet contre l'OL Land. Donc, on a Marc Chinal qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Corrompu. Et avec nous aussi Franck Buronfos, voilà, qui est président de l'association Carton Rouge. Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu. Donc, Oui, bonjour, Franck Buronfos, président de Carton Rouge. C'est bon, t'as pas trop écorché mon nom, ça. Oui, ça fait déjà des années qu'on se bat contre ce projet inutile de grand stade. Alors, comment on vous l'a présenté, tout est grand aujourd'hui sur Lyon. On a oublié aussi le Grand Parc. Enfin, tout est grand, mais les idées sont vraiment restreintes. Donc, nous, on s'oppose à ce projet qui est d'abord un projet financier immobilier de construction de bâtiments. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le stade. Le stade, c'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment de se faire du pognon sur le dos des grands Lyonnais et puis de tous ceux qui payent l'impôt sur notre agglomération, voire au niveau national aussi. Donc voilà, c'est un projet inutile défendu par le baron lyonnais, Monsieur Collomb, qui a beaucoup d'intérêt à avoir ce stade, puisque c'est une possibilité pour lui de densifier encore plus notre agglomération et de construire et de bétonner et de minéraliser, parce que maintenant on dit même plus bétonner ni goudronner, on dit minéraliser, il faudrait apprendre les nouveaux termes. On minéralise et bien sûr ça fait gagner beaucoup de pognon tout ça,
puisque le stade, c'est 50 hectares. Et les accès, c'est 100 hectares. 100 hectares dans une zone protégée où on n'aurait jamais pu aller. Et merci le stade. Merci le stade de nous amener ça sur un plateau. Alors voilà, on déroule le tapis rouge pour tous les investisseurs lyonnais. On leur déroule un tapis rouge d'une centaine d'hectares où ils pourront construire librement dans des zones protégées sur le Vévert. Alors des zones où ils pourront construire, puisqu'on leur a réservé quand même à peu près 80 hectares. Sur les 100 d'expropriation, on paye 1 € le mètre carré à des paysans qu'on exproprie, qu'on vire de leurs terres. Il y a certains paysans qui sont là depuis plusieurs générations, depuis 400 ans sur Dessines. On les vire à 1 € le mètre carré. Et puis, on fait de la réserve foncière pour pouvoir revendre tout ça à des gentils promoteurs qui veulent que notre bien, qui veulent nous construire des jolis bâtiments, des jolis appartements, des jolies maisons. Et on pourra aller vivre, acheter dans une zone protégée, donc à peut-être 300-400 € le mètre carré. Donc la plus-value, elle passe où ? Voilà, donc c'est ça qui est aussi important pour ce projet-là, c'est toute cette plus-value que veut se faire Aulas, Georgie, Colomb, toute la bande là, tous les plus pourris de Lyon sont là. Donc aujourd'hui, c'est 400 €. Ils étaient déjà prévus, puisque l'OL, quand il a déclaré son équipe en bourse pour devenir OL Group, OL SA, ils avaient déjà déclaré qu'ils allaient acheter le terrain à 40 € à Dessines. J'ai juste une question par rapport à l'OL Group. Sont-ils déjà entrés en bourse ou pas ? Ah oui, l'OL Group est rentré en bourse depuis 2006 à peu près. Voilà, ils sont rentrés en bourse et dans leur déclaration d'entrée en bourse, ils avaient déjà annoncé qu'ils voulaient faire un stade. Et c'est pour ça qu'ils rentraient en bourse, pour construire un stade. Donc ils voulaient récupérer 100 millions d'euros de vente d'actions. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récupéré 100 millions d'euros qu'ils ont mangé depuis. Ils ont mangé beaucoup plus, puisqu'ils ont 100 encore millions d'euros de déficit là, cumulé. Donc ils ont mangé 250 millions d'euros déjà depuis. Et ils avaient aussi déclaré qu'ils allaient faire un stade et qu'il leur fallait trouver quelqu'un pour faire un naming, comme l'Arena Stadium, des choses comme ça. Donc on pourrait voir demain arriver Samsung ou, je ne sais pas, peut-être la secte Moon, peut-être des choses comme ça. Donner le nom au stade. Non, la secte Moon, on rigole pas, puisque c'est la Coupe de la Paix. L'OL a déjà fait la Coupe de la Paix pour la secte Moon, donc on rigole pas du tout, c'est sérieux. Donc voilà, ils sont déjà sur la place. Donc 100 millions d'euros de naming pour le stade, 100 millions d'euros avec les actions, et puis 100 millions d'euros de fonds propres. Sauf que les 100 millions d'euros de fonds propres, ils les ont jamais mis. Les 100 millions d'euros de naming, ils les ont jamais trouvés. Donc, toute la différence, devinez qui c'est qui paye ? Eh bien, c'est nous, puisqu'ils ont mis à peu près de fonds privés réels, c'est 80 millions d'euros sur un projet d'1 milliard. La différence, c'est nous qui la payons. Donc, pour un stade privé, bravo, c'est tout du public. On va payer. Et pour un stade qui, demain, sera sûrement revendu, parce que je pense que c'est déjà un peu prévu comme ça, le stade serait revendu à un émirat arabe ou peu importe. De toute façon, la finalité de ce stade, c'est bien pour se faire de l'argent, donc pour être revendu derrière. Donc voilà. Donc j'en revenais à la déclaration en bourse à 40 €. Aulas avait déjà déclaré en 2006 qu'il allait acheter les terrains à 40 € le mètre carré. Et aujourd'hui, en 2013, on a appris que les terrains étaient vendus à 40 € le mètre carré. Donc, il lit dans les boules de cristal. On verra ça après, justement, au niveau de l'historique. Est-ce qu'on laisse Marchinal se présenter aussi ? Oui, parce qu'avec le bavard Franck Buron-Foss, c'est dur. Non, je plaisante. Donc Marc Chinal, je suis entre autres réalisateur et principalement aussi un blaireau de Lyonnais qui ne connaissait pas du tout cette affaire il y a 2 ans et quelques, alors que les premiers combats sur place datent de 2007. Et par hasard, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Tiens, bien interviewer un cultivateur qui se fait
escroqué par son expropriation. Et de fil en aiguille, je me suis dit, vu qu'il y a très peu de Lyonnais qui sont au courant de toutes les ramifications de cette affaire, faisons un documentaire de 52 minutes. Donc voilà, j'ai fait un documentaire qui est disponible gratuitement sur le net, qui s'appelle Corrompu, un grand stade OL Land, syndrome de notre société. C'est le sous-titre parce que c'est vraiment symptomatique de notre société, quoi. Et puis voilà, vous pouvez le trouver avec Google en tapant documentaire et OL Land, ça arrive dans les premiers liens. Et voilà, c'est une affaire très complexe parce que beaucoup de médias en ont parlé, mais uniquement par bribes. Toujours un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et on n'avait jamais le recul pour voir l'ensemble des ramifications. Parce que c'est vraiment une affaire extrêmement complexe. Ça part dans tous les sens, que ce soit le déni de démocratie, que ce soit les chiffres qui sont complètement biaisés, que ce soit la sémantique totalement manipulatrice de A à Z, que ce soit la protection de la nature, etc. etc. C'est quand même un projet qui se veut défenseur de la nature presque, quand on voit leur titre. Mais c'est sûr que quand on regarde les belles photos, les parkings ils sont de couleur verte. Voilà. Mais tout le reste n'est pas du tout de cette couleur, quoi. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aurais juste une petite question. En fait, je voulais savoir si pendant le documentaire, vous avez eu, la réalisation de votre documentaire, vous avez eu des problèmes du style des menaces, des petites embrouilles, si vous avez rencontré des problèmes. Eh bien, malheureusement, non. Ça aurait pu faire buzz, et puis non, tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que cette affaire, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que ça concerne les gens sur place, parce que voilà, il y a des camions, le merdier, c'est pour chez eux, quoi. Mais en fait, le meilleur allié de Colomb, de Aulas et de tout ça, c'est le silence. Le silence assourdissant. Et c'est ce qui se passe sur Lyon. C'est-à-dire que les médias classiques, on a eu quand même quelques échos dans l'IB, dans Rue 89 et tout ça, mais la plupart du temps, c'est des réactions dénigrantes, dire que le documentaire est à charge, alors qu'il n'est pas à charge. Il y a des gens qui passent pour des cons, mais c'est pas de ma faute s'ils passent pour des cons. Ils ont été filmés, ils ont dit librement ce qu'ils pensaient, et ils passent pour des cons. Voilà, après, on ne peut pas dire que ce documentaire soit à charge. Mais voilà, c'est un fait. Et par contre, non, aucun procès, pour l'instant, parce que si ça se trouve, ils se vengeront après, on ne sait pas, dans le monde caché. Et au niveau de la diffusion, du coup, on vous trouve sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous êtes plus visible ? Est-ce qu'il y a des... Donc on cherche des salles de diffusion en permanence. Mais il faut bien savoir que toutes les salles de diffusion sont en général, pour fonctionner, elles ont besoin de subventions. Qui dit subvention dit copinage avec le maire. Qui dit diffusion d'un truc emmerdant pour le maire dit pas de diffusion. Et on l'a constaté, même dans des mairies qui ne sont pas directement touchées et qui ne sont pas exactement de la même couleur, ils marchent vraiment sur des œufs, quoi. Et finalement, plutôt que ça casse, ils préfèrent faire le blackout. Donc c'est quand même diffusé. Là, la prochaine diffusion est le 6 novembre aux Locomotives à Lyon 7e à 19h. Mais c'est toujours au coup par coup, et puis on n'arrive pas à vraiment avoir de développement, parce qu'il faut dire qu'ils sont tous un peu dans la merde si ce truc est connu, mais vraiment. C'est-à-dire que si c'était pro quelqu'un ou pro un autre, voilà, il y aurait ces personnes-là que ça intéresserait de promouvoir. Mais là, c'est vraiment le symptomatique de notre société, ce grand stade. Il y a plusieurs étiquettes justement politiques qui sont concernées. Ils sont tous. Évidemment, après, on va voir Étienne Tête, mais même chez les Verts, ils sont pas unis. Donc, c'est toujours très, très compliqué. Très, très compliqué de diffuser. Voilà. Mais n'hésitez pas à regarder ça sur Internet, c'est libre et gratuit, il n'y a pas de problème.
Juste par rapport à ton film, à la fin, j'avais une question. Tu parles de responsabilité, d'être responsable. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ça, justement? C'est-à-dire que justement, tout est interconnecté. Et tout à l'heure, je parlais du Lyonnais blaireau que j'étais et que je reste, hein, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais plus particulièrement sur cette affaire. On est responsable parce qu'on ne va pas chercher l'information. On attend d'être gavé par des médias. Alors évidemment, de l'autre côté, les médias, eux, ils vont pas critiquer des gens, eux aussi, qui leur donnent des subventions sous forme de budget publicitaire pour des trucs culturels, etc. etc. Donc voilà, donc dans cette soupe, tout le monde a une part de responsabilité. Mais c'est évident que déjà quand on est au courant de cette histoire et qu'on ne transmet pas l'info, que ce soit le documentaire, que ce soit les sites internet des opposants qui s'appelle Les Gones pour Gerland, qui est un excellent site parmi plein d'autres, hein, où on trouve beaucoup d'informations. Quand on ne fait pas circuler cette information en tant que citoyen, on a une part de responsabilité. Mais voilà, le but n'est pas de chercher des coupables, hein. Le but, c'est pas de chercher des moutons noirs, c'est vraiment d'identifier les problèmes tels qu'ils sont. Point. On va donc essayer d'identifier les problèmes pendant cette émission. Je vous propose pour l'instant une coupure musicale et on en reparle tout de suite après. Donc, on a parlé de la naissance du projet et comment il était arrivé au devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous nommer les principaux décideurs, les principaux politiques et constructeurs qui ont mis en place le projet? Eh bien, avant tout, c'est le baron Colomb, déjà, comme décideur. Donc, c'est lui qui est directement... c'est lui qui a décidé, sous la pression d'Aulas, puisqu'au début du projet, quand même, avec son ami adjoint au sport, ils étaient opposés à ce que l'OL parte de Gerland, quand même, parce qu'ils se demandaient bien comment ils allaient pouvoir continuer à entretenir un stade public comme Gerland, dans Lyon, sans que l'OL joue à l'intérieur. Donc, pour eux, c'était hors de question que l'OL quitte Gerland. Et puis, par je ne sais quel miracle, sûrement de l'argent, ils ont embrassé le projet d'OL Land à fond. Et OL Land, c'est eux qui avaient donné le nom au début. On ne parlait pas du stade des Lumières. On parlait bien d'OL Land. C'était une machine à faire du fric. Et puis, donc, le deuxième homme qui, lui, avait intérêt à ce que ça se fasse, c'est bien sûr Aulas. Mais c'est toujours du côté sportif. On parlait d'un stade parce que c'était pour l'équipe, parce que c'était le président du club, et on tournait autour du foot et du club, et voilà, et un stade, et pour faire avancer l'équipe et tout. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que dans l'ombre, il y avait Sédou, qui avait Georgie, et ces hommes-là, ils n'ont plus rien à voir avec le sport, quoi. Eux, c'est vraiment le business. Est-ce que tu peux nous parler juste 2 secondes, justement, de Sédou et de Georgie? Qui sont-ils? Alors, Sédou, c'est Pathé, et Georgie, c'est un le groupe Pathé qui fait du cinéma, je précise, parce que oui, il ne fait pas du pâté. Oui, c'est le groupe Pathé qui fait du cinéma, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils nous ont toujours dit que sur le projet OL Land, il n'y aurait jamais de cinéma. C'est très étonnant, comme il n'y aurait jamais de casino, parce que le groupe Partouche a acheté aussi une maison juste à côté, donc c'est étonnant. Donc voilà, on voit tous ces hommes-là qui sortent de l'ombre et qui sont intéressés. Et aujourd'hui, Sédou est quand même le patron de la foncière du Montou, qui, elle, est la promotrice ou la société qui met en avant ce projet et qui le finance. Donc voilà, on voit que on est passé de l'autre côté de la barrière là, et on est vraiment dans une histoire de gros sous et de promoteurs et de construction, et non plus sur ce qu'on nous avait vendu jusqu'à maintenant, le rêve et le foot et des gentils joueurs qui couraient après un ballon, et il fallait promouvoir tout ça. On n'est plus du tout dans le sport aujourd'hui. D'accord. On évoque le rôle de Nicolas Sarkozy dans le projet du Grand Stade. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de précisions
là-dessus? Eh ben, c'est sous l'ère narcosiste ou sarkozyste qu'on a fait passer une loi une loi sur le tourisme avec un amendement Cavalier qui disait que les stades privés étaient d'intérêt général et entre autres pour l'Euro 2016. Alors il faut bien toujours garder en tête l'Euro 2016 puisqu'on fait tout ça et on dépense pratiquement des milliards pour l'Euro 2016 pour jouer 3 matchs ou 4 sur Lyon. Oui, le chiffre, il me semble que c'est 1,7 milliard donc, pour l'Euro 2016. Voilà, donc pour jouer 4 matchs sur Lyon. Alors, l'excuse de l'Euro 2016, aujourd'hui, c'est vraiment qu'une excuse parce qu'un stade comme voudrait le faire Aulas, il faudrait 3 ans pour le réaliser. L'Euro 2016, c'est en juin 2016. Donc, c'est déjà mort pour eux. Et en plus, il faudrait 1 an pour le roder. Donc, l'UEFA, comme tu as dit tout à l'heure, normalement, dans ses préconisations, disait il faut 1 an pour roder, pour les accès, pour roder le stade et tout ça. Donc là, on n'est plus du tout dans le timing. Et déjà c'est foutu. Alors, comment l'État peut continuer à promouvoir un projet comme ça, à le financer, alors qu'on sait très bien qu'il ne sera jamais prêt pour l'Euro 2016 ? Et au niveau de Vinci, donc la filiale de construction, de quelle façon sont-ils impliqués dedans ? Ils sont impliqués parce qu'ils sont déjà dans Lyon. Hein. Ils sont partout dans Lyon. Il n'y a que Vinci comme grosse société sur les parkings, sur les autoroutes et tout ça. C'est Vinci de partout. Donc aujourd'hui, naturellement, ils sont venus sur le stade. Je pense que voilà, on leur a bien demandé. Puis eux, c'est un constructeur. Ils le sont aussi sur le stade de Lille, sur tout un tas d'autres stades. C'est pas des amateurs. Voilà, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sur le chantier Lyon-Turin de la ligne à grande vitesse, etc., etc. C'est pour ça que les parallèles sont vite trouvés. Alors après, bien sûr, il y a des différences entre Notre-Dame-des-Landes et le projet de stade sur Dessines, mais il y a quand même quelques faits troublants. Et entre autres, Vinci, qui est aussi sur ce projet-là, qui vient construire le stade. Alors au début, on a dit oui, ils vont financer le stade. Non, ils viennent en constructeur. On les paye, c'est les maçons, ils construisent. Point. Mais ce qui sera intéressant aussi de savoir, et tu voulais peut-être me poser la question, c'est de dire pourquoi ils viennent sur Dessines. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à Vénissieux ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ailleurs ? Il y avait beaucoup de possibilités ailleurs que sur Dessines, parce que sur Dessines, il y a 50 hectares. Il vaut mieux revendre 50 hectares à 400 € en les ayant achetés 40 que revendre 12 hectares comme à Vénissieux et les ayant achetés peut-être 150 ou 200 à un fonds de pension américain. Là, c'est des terres qui nous appartiennent, c'est des terres publiques. Elles sont à nous, c'est à la collectivité. Et on les brade à 40 € le mètre carré. Je connais beaucoup de grands Lyonnais qui aimeraient bien faire construire, si on leur vendait des terres à 40 € le mètre carré pour faire leur maison. Je pense qu'ils seraient heureux. Non, il y a aussi une précision à donner sur Vinci, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, peut-être que l'un des intervenants plus tard pourra mieux l'expliquer, mais il ne se serait jamais engagé s'il n'y avait pas eu des cautions publiques par rapport aux investissements. Donc voilà, ça c'est à dire aussi, quoi. D'accord, merci. Franck, je voulais vous poser une question par rapport justement à l'évaluation du prix du terrain. C'est l'administration qui s'en charge. J'aimerais savoir, en fait, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne, de quelle façon, en fait, l'administration, en fait, évalue le prix du terrain au mètre carré par rapport. Enfin, c'est pas très clair. Là, ça devient un petit peu technique et je suis content que Étienne nous ait rejoint justement pour un peu nous expliquer tout ça. Alors après, je lui laisse la parole là-dessus sur le prix des terrains et comment c'est évalué. Étienne, je te prends un peu à froid, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a 2 types d'évaluation des terrains dans cette opération Grand Stade. Il y a l'évaluation des terrains pour les agriculteurs, qui est 1 € du mètre carré. Et là, on est dans l'ambiguïté totale du système. C'est-à-dire que c'est l'agglomération lyonnaise, c'est-à-dire le Grand Lyon, qui détermine
le classement des terrains au plan local d'urbanisme, qui dit s'il est U, c'est-à-dire urbanisable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un permis de construire, AU qui pourra être urbanisé, c'est-à-dire beaucoup plus tard une urbanisation, ou des terrains naturels, N, sur lesquels on ne peut pas construire. Donc c'est le Grand Lyon qui détermine le classement. Et le juge de l'expropriation donne une indemnité en fonction du classement du Grand Lyon. Et donc on voit bien la spoliation qui est organisée par le système. Il suffit que le Grand Lyon classe les terrains en zone N, ce qui est le cas, donc ils valent 1 euro, qui est un prix tout à fait arbitraire par rapport à ces terrains N. Et après, quand ils ont récupéré les terrains, rien ne leur interdit de rendre les terrains constructibles et de faire des projets. On sait notamment que sur les terrains agricoles, il y a un des scénarios possibles, parmi les 3, qui sera l'urbanisation des terrains agricoles aujourd'hui expropriés. Et puis, il y a l'indemnisation, c'est-à-dire le prix auquel est vendu les terrains à la foncière du Montou, c'est-à-dire les fameux 50 hectares qui servent à l'opération Grand Stade. Et sur ces terrains, il y en a 33 hectares qui appartiennent au Grand Lyon, une dizaine d'hectares qui appartiennent à la ville de Dessines. Ils sont vendus 40 € du mètre carré. Et là, c'est une histoire d'un scandale. Parce que ce prix a été déterminé il y a très longtemps, selon les dires de la foncière du Montou, au moment de l'entrée en bourse, en 2007. C'est-à-dire que dès 2007, le prix de 40 € le mètre carré se retrouve sur le document d'entrée en bourse par un accord secret, tel que l'a dit la foncière du Montou. Évidemment, comme tous les accords secrets, ils sont démentis par le Grand Lyon, mais en tout cas la foncière. Et aujourd'hui, ce prix n'est pas le juste reflet d'un terrain sur lequel on peut obtenir un permis de construire. Puisque quand on obtient un permis de construire, c'est que c'est des terrains constructibles. Et actuellement, c'est 350, 400 € sur la ville de Dessines. Et donc, cette vente en dessous de la valeur du marché, sur lequel la Commission européenne est en train d'enquêter, eh bien, cette vente en dessous de la valeur du marché est une façon d'aider le projet pour permettre une plus-value foncière à la foncière du Montou sur les terrains du Grand Lyon. Étienne Tête, vous êtes élu écologiste, vous êtes un des premiers opposants au Grand Stade de l'OL. Et à partir de quand vous êtes opposé à ce projet et quelles ont été les premières raisons qui vous ont fait vous opposer à ce projet d'OL Land ? À l'origine du projet, quand on est en 2005-2006, à la fois Jean-Michel Aulas dit il n'y a pas de problème, j'ai un projet, j'ai des financeurs. On a vu que c'était un bonimenteur, il n'avait strictement rien en main. Et à la fois, Gérard Collomb s'oppose au projet. La première position de Gérard Collomb, c'est de dire si on a un projet différent, on ne fera rien de Gerland. Je ne veux pas avoir un stade vide qui s'appellera Gerland. Et sur ce point-là, j'étais entièrement d'accord avec lui. Quand on a vu, c'est le deuxième point, dès 2007, qu'on a vu le montage financier, j'ai immédiatement compris qu'il ne financerait pas son projet à partir de recettes nouvelles issues de la billetterie. Il n'y avait pas les capacités, par une nouvelle billetterie, c'est-à-dire par la croissance des personnes qui viendraient, la capacité à remplir financièrement le business plan. Et donc, il y aurait d'autres choses et donc des recettes qui n'étaient pas avouables. Aujourd'hui, on en est tous convaincus que les recettes qui ne sont pas avouables, c'est ces fameuses plus-values financières. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est d'entrée de jeu opposé au projet. Il y a quelque chose aussi à préciser du côté financier. C'est-à-dire que même les financiers fuient ce projet. C'est-à-dire que c'est une histoire de gros sous depuis le début. Mais par exemple, l'action d'OL Group, elle est passée de 23 € à 2 €. Donc, eux, ils fuient, vous voyez, ils savent que ça ne vaut rien. C'est pareil pour l'émission d'obligation qu'il y a eu cet été. Soi-disant, justement, encore une fois, ils font un truc de presse avec le ministre du Budget, avec le maire de Lyon, avec Aulas, tout ça, pour dire que le financement est bouclé. Et un mois après, ils lancent des obligations donc, pour récupérer de l'argent sur les marchés financiers. Et cela, sur 40 millions, enfin je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est de l'ordre de 40 millions dont ils avaient besoin là-dessus. Le marché financier a répondu 3,6 millions. C'est-à-dire que ce n'était pas complet. Effectivement, pour boucler le financement, contrairement au départ
où c'était l'entrée en bourse de 2007 qui avait amené 90 millions d'euros au moment où l'action valait 24 euros. Il s'est retrouvé à la suite de 3 années et maintenant 4 années de déficit consécutif, il s'est retrouvé sans argent. Donc il a dû faire une deuxième augmentation de capital par l'intermédiaire d'obligations convertibles en actions de 80 millions. Et ces 80 millions ont été essentiellement souscrits par Jérôme Sédou et Jean-Michel Aulas parce qu'il n'y avait personne d'autre pour venir. Mais grâce à cette opération, c'est Jérôme Sédou qui prend le contrôle de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, le grand patron, ce n'est plus Aulas, c'est Jérôme Sédou. Et on en a eu les traces immédiatement. Ça a été que le fait que ce soit M. Malone, un proche de Jérôme Sédou, qui a pris le contrôle de la foncière du Montou, c'est-à-dire la filiale chargée de porter le projet de stade, à la place de M. Georgi, qui a été donc, entre guillemets, écarté de sa fonction de premier de la foncière du Montou. Mais surtout, l'opération s'est faite par l'intermédiaire d'obligations convertibles en actions, qui, elles, sont plus facilement négociables en discrétion que par rapport aux actions, qui sont avec un contrôle plus fort. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bilan de l'opération, ce qui est préparé, c'est la vente du projet à un émirat ou à un gros financier étranger. Et donc, demain, l'Olympique Lyonnais ne sera probablement plus franco-français. Il sera probablement, comme le Paris Saint-Germain, racheté par un pays du Golfe. Donc, on peut se poser la question, si l'OL Group fait faillite et que le stade est déjà construit, qu'est-ce que deviendra le stade? Quelles seraient les conséquences? Ainsi que sur celle des riverains. Il y a la partie qui parle dans un contrat que si jamais ça ne va pas jusqu'au bout et qu'il y a déjà du béton, est-ce que tu peux préciser ça, Étienne? C'est déjà prévu dans les contrats que s'ils n'arrivent pas jusqu'au bout, c'est nous qui devons indemniser, les contribuables qui doivent indemniser. Alors, sur le plan théorique, non. Il n'y a aucun texte qui dit très clairement que les administrations récupèrent le projet. En revanche, c'est une hypothèse qui est possible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que ce n'est pas fait. La première difficulté, c'est qu'effectivement, Gérard Collomb, le président du Conseil général, Michel Mercier, ont commis l'erreur de signer un protocole d'accord en octobre de 2008 où un certain nombre de gens, des partenaires publics et privés, s'engageaient à réaliser des choses. En réalité, quand on lit le protocole, seules les collectivités publiques s'engagent vis-à-vis de Gérard Collomb. Le discours officiel, parce que tout ça, c'est une partie de poker menteur. Le discours officiel, c'est que ce document n'a aucune valeur. Mais il est probable que ce document prenne de la valeur si le projet était annulé. Et notamment, ça serait peut-être la porte ouverte à une indemnisation, notamment dans l'hypothèse où ça serait une erreur de l'administration qui ferait que le projet capote. Si le projet s'écroule uniquement sur le plan de la faisabilité financière, sur le plan théorique, il n'y a pas lieu d'indemniser. On récupérerait de fait, parce qu'on a une hypothèque de rang 2, le projet en tant que collectivité locale, mais on le récupérerait sans le payer. On le récupérerait en contrepartie de la perte des 40 millions d'euros de garantie d'emprunt du Conseil général. Donc en fait, le Conseil général, donc le Grand Lyon avec la métropole, n'est engagé théoriquement, je dis bien théoriquement, que sur 40 millions d'euros. Après, il y aura encore d'autres scénarios, mais a priori, si le projet s'écroule avant qu'il soit fini de construire, même s'il a été construit, eh bien, il n'y aurait pas d'engagement des collectivités locales sur le plan réel, inscrit juridiquement. Juste pour clore, là, avant la pause, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Étienne, il est vrai que rien n'a été écrit, mais quand même au Conseil général, Mercier l'a dit, de toute façon, ce projet, un jour ou l'autre, sera municipalisé. Donc c'est quand même grave. Il prévoit déjà que le projet ne va pas fonctionner. Donc financièrement, il va s'écrouler et derrière, ça sera municipalisé. Alors après, à grand renfort d'argent public. Mais voilà, déjà l'hypothèse a déjà été dite, même si elle n'a pas été écrite. Nous allons discuter des scénarios possibles justement de ce futur stade de l'OL Land après une courte pause musicale.
salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère Facho. On l'a vu venir même d'un seul œil, l'enfant maudit du père Cyclope, en s'écriant vivement dimanche.